Pour moi, il n'y a rien de magique. C'est une prédisposition, une faculté que certaines personnes ont et qui la développent ou qui la développent pas d'ailleurs. Certains, la plupart de mes confrères ont cette prédisposition depuis tout petit. En ce qui me concerne, moi, c'était pas mon cas. Je me suis levée un beau matin et j'ai entendu. La petite voix, la petite voix, la petite voix, la petite voix. Bonjour, je suis Herveline et j'ai le plaisir de vous présenter La Petite Voix, le podcast qui donne la parole à ceux et celles qui nous font du bien. Ils sont psy, sophrologues, magnétiseurs ou autres et se consacrent à notre bien-être et à notre développement personnel. Que vous soyez sceptique ou convaincu, vous serez sûrement curieux de leurs histoires. Quel chemin ont-ils parcouru pour choisir ces métiers dédiés aux autres ? En quoi consiste leur pratique et que leur apporte-t-elle ? Voilà les questions que je vais leur poser lors de ces conversations intimes, sans blabla. Des conversations qui vont nous éclairer, nous inspirer. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Alors, prêt à écouter La Petite Voix pour entendre la vôtre ? La Petite Voix, le podcast, c'est parti ! Vous voulez que je vous dise ? Je ne sais même pas comment vous présenter cet épisode. Je vous rassure, il est vraiment captivant. Mais comment vous expliquer que j'ai rencontré une médium qui communique avec les morts ? Moi-même, là, en vous le disant, ça me paraît dingue. Pourtant, j'ai vécu l'expérience d'une séance avec Valérie Durdilly et je l'ai constatée de manière indiscutable. Je peux même vous dire que j'en suis ressortie bluffée et bouleversée. Heureusement, Valérie est beaucoup plus douée que moi pour parler de son métier et le rendre accessible. Si, vous verrez. Ce qu'elle appelle une prédisposition lui est tombée dessus un jour, comme ça. Une prédisposition qui l'a amenée à faire tout un chemin d'acceptation. Jusqu'à aujourd'hui, où elle nous accompagne, nous, les incarnés, mais aussi nos défunts, car eux aussi ont parfois besoin de nous délivrer des messages. Bref, c'est vraiment un épisode captivant, à la fois surréaliste et complètement abordable, qui nous donne une autre idée de ce qu'est la mort. Avec Valérie, nous allons parler de chaussettes qui font pleurer, de sa vie d'avant, quand elle ne s'intéressait ni ne croyait à l'ésotérisme, et de séances de médiumnité en public. Bonjour Valérie et bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir ici aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ensemble, on va parler de votre parcours, de votre métier. Et évidemment, vous faites un métier quand même peu commun. Donc, je vais avoir plein de questions à vous poser. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Je m'appelle Valérie Durdilly, j'ai 40 ans. J'exerce la profession de médium et également de thérapeute. Et j'exerce sur Villefranche-sur-Saône. Alors, je m'arrête sur la médiumnité avant de lancer l'entretien. C'est quand même une médiumnité particulière que vous exercez, en tout cas dans la manière dont je le comprends. Vous, dans votre cas, vous communiquez avec les morts. Vous êtes comme un canal entre ici et l'au-delà. C'est exactement ça. Alors, en fait, pour moi, il y a une grosse différence entre le médium et le voyant. Le voyant est là pour vous donner l'avenir. Le médium va être là étymologiquement, comme son nom l'indique et qu'on retrouve dans beaucoup de choses. Le médium, c'est l'intermédiaire. Mm-hmm. Moi, je dis souvent pour expliquer aux gens, faut me voir comme une radio ou comme un téléphone. C'est simple vu comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Et donc moi, en ce qui me concerne, c'est une médiumnité auditive. C'est-à-dire ? Donc je vais entendre des personnes qui sont décédées. C'est passionnant, mais on va prendre un petit peu le temps de comprendre comment tout ça est possible et comment vous le vivez vous en tant que médium et thérapeute et puis en tant que femme tout simplement. Alors je peux pas passer à côté de cette question, donc on va l'évacuer tout de suite, mais comment est-il possible de communiquer avec les morts ? Alors pour moi il y a rien de magique. C'est une prédisposition, une faculté que certaines personnes ont et qui la développent ou qui la développent pas d'ailleurs. Donc c'est quoi ? C'est un don que vous avez reçu ? Moi, je parle plutôt de prédisposition. Je pense que c'est quelque chose que, en l'occurrence, certaines personnes ont et développent. Comment, un jour, découvre-t-on qu'on a, à défaut d'un don, une prédisposition à la communication avec les morts ? Alors, comme certains, la plupart de mes confrères ont cette prédisposition depuis tout petit. Ils le disent, qu'ils voyaient les défunts, qu'ils voyaient leurs grands-parents. En ce qui me concerne, moi, c'était pas mon cas. Je me suis levée un beau matin et j'ai entendu. Alors, pardon, on va tout reprendre dans l'ordre. Parce que alors,
Vous aviez une vie Alors, classique, enfin. oui, on peut plus classique puisque j'ai été secrétaire dans le bâtiment. Ah oui, en effet. Donc vous Voilà. aviez eu une enfance normale, vous n'aviez rien entendu de particulier? J'ai rien entendu de particulier. J'ai même interrogé ma mère qui m'a dit non, tu nous as jamais dit que tu voyais quelqu'un de proche de décédé. J'ai juste eu à l'âge de 16 ans une opération où j'ai failli mourir et là Ah. où j'ai bien vu cette expérience de mort imminente que par exemple Nicole Dron décrit très bien, où il y a le fameux tunnel avec la lumière au bout. Voilà, je le note dans un coin et je me suis dit que je vais en parler à personne parce que personne va me croire. Et puis moi, j'étais pas dans une famille où on allait voilà chez le magnétiseur du village ou ce genre de choses. Donc ensuite, il s'est écoulé tout un certain nombre d'années où j'ai vécu normalement comme tout le monde et puis un job, secrétaire. Et est-ce que vous étiez bien dans cette vie-là et notamment ce métier-là, ou est-ce que vous sentiez quand même qu'il y avait un truc qui potentiellement manquait ou vous appelait ailleurs, sans mettre le doigt dessus, mais Très honnêtement, non. Je pense que j'étais plongée dans le courant de la société aujourd'hui, hein, c'est-à-dire métro, boulot, dodo, quoi. Mais j'étais pas du tout ouverte, d'ailleurs, même aux thérapies alternatives, où voilà, il y avait pas de. vous n'étiez pas du tout là-dedans. Pas du tout là-dedans. Jusqu'au jour où, que se Jusqu'au jour où, passe-t-il? rien de particulier. Je me lève un matin, j'étais toute seule et j'entends une voix. Une voix très claire, d'ailleurs, qui faisait référence à une dame. Donc, je voyais son visage que j'avais vu 1 an et demi auparavant, mais croisé, qui me disait, cette voix disait, elle ne dort plus, elle a la tête, c'est parce qu'elle a la tête dans l'arbre. Donc, elle ne dort plus, elle a la tête dans l'arbre. Et c'est passé en boucle. Comme vous savez, vous avez une chanson qui passe en boucle dans vos têtes, au bout d'un moment, elle vous agace. Ça a été ça. Ça vous a fait ça quoi, toute la journée? Toute la journée, Ce même message. Elle a la tête dans l'arbre. Donc, au bout d'un moment, ça m'a quand même agacée. Donc, en fin de journée, j'ai retrouvé le numéro de cette dame que j'ai contactée. Ah, donc vous aviez quand même réussi à remonter précisément sur cette personne-là. D'accord. C'est une personne proche ou pas du tout? Pas du tout, que j'avais vue une fois dans ma vie. Et qui, elle, par contre, pratiquait des soins énergétiques. Et donc, je l'ai rappelé, j'ai retrouvé le numéro et je lui ai dit, écoutez, je comprends pas. Pour vous, j'entends que cette voix passe en boucle, que vous dormez mal et que c'est parce que vous avez la tête dans l'arbre. Voilà, donc elle a réagi exactement comme vous, elle a rigolé. Et je lui ai dit, mais moi, je trouve pas ça drôle. Et elle me dit, je vous remercie beaucoup parce qu'en effet, depuis 15 jours, je n'arrive pas à dormir. Je lui dis, oui, mais enfin, de là à avoir la tête dans l'arbre, je comprends pas. Quel est le lien? Quel est le lien? Et là, elle me dit, c'est très simple. Dans ma chambre, sur un pan de mur, j'ai dessiné un arbre, un gros chêne, et j'ai tourné mon lit de place. Et en fait, ma tête est contre l'arbre, donc contre le mur que j'ai dessiné dans la chambre. Et elle m'a remerciée. Et là, je lui dis, mais attendez, avant de raccrocher, donc. Expliquez-moi ce qui m'arrive, c'est ça? C'est ça, expliquez-moi ce qui m'arrive. Et à côté de ça, d'un coup, je n'entends plus cette voix. D'une fois que j'avais donné ce message, le message, je ne l'entends plus. Et je lui dis, mais expliquez-moi. Et là, elle va me dire, mais c'est simple, vous êtes canal. Et elle raccroche. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est quoi? À cet instant-là, vous êtes comment? Vous êtes angoissée? Vous êtes curieuse? Ah non, mais j'étais déjà en larmes depuis de nombreuses heures parce que ça ne s'arrêtait pas. Et je me dis, mais c'est pas possible cette expérience. Enfin, j'arrive quand même à m'endormir parce que ça m'avait fatiguée. Je m'endors et le lendemain, je vais avoir ma maman à déjeuner. Et je vais lui conter cette histoire. Et là, elle me dit, mais c'est incroyable. Enfin, elle n'en revient pas non plus. Et elle me dit, mais et là, t'entends quelque chose. Et là, j'entends la voix d'une femme. Oh là là. Et qui me dit, je suis là. Demande à ta mère pourquoi elle ne mettait pas les chaussettes identiques. C'était pas une paire de chaussettes. Donc, il y en avait une rouge et une verte, par exemple. Et là, je regarde ma mère. Je dis, voilà, apparemment, la voix, j'entends, me demande pourquoi tu ne mettais pas tes chaussettes de façon identique. Et là, elle me dit, je la vois changer de visage, puis ma mère, je l'avais vue pleurer qu'une fois quand mon père était décédé. Et là, je la vois avec les larmes aux yeux. Et elle me regarde et d'un ton très sec et sévère me dit, demande qui te parle. Donc, je m'exécute et je demande très clairement, à l'époque, je demande à voix haute, comme je vous parle, qui dit ça, quoi. Et j'entends, c'est Perrine. Et là, je regarde ma mère, je dis, écoute, j'entends, c'est Perrine. Vous connaissiez une Perrine dans l'entourage de votre maman? Pas Vous n'en aviez tout. Jamais entendu parler? Et là, je vois ma mère qui fond en larmes. Et je lui dis, mais enfin, maman, arrête, c'est n'importe quoi, tu vas pas te mettre à pleurer pour des conneries pareilles. Tu vois bien que c'est n'importe quoi, on connaît aucune Perrine.
ta maman est décédée, tu avais 18 mois, elle s'appelait Danielle, et du coup, c'est sa maman, ta grand-mère qui t'a élevée, et elle s'appelait Jeanne. Donc, Donc, je vois pas le rien à rapport, voir. rien à voir. Et là, elle me dit ce que tu ne sais pas, c'est que ma grand-mère, que tu appelles donc bien Jeanne, détestait son premier prénom, qui était Perrine. Et ça, donc, vous l'ignoriez. Et ça, je l'ignorais. Et en effet, elle m'a confirmé que elle ne mettait pas les chaussettes de la même couleur quand elle était petite. Donc là, tout d'un coup, il se passe quoi? Enfin, parce que déjà, l'événement de la veille est, Ah bah là, est très, pas traumatisant, mais bouleversant. Complètement. Et là, vous continuez sur votre lancée, quoi. En fait, les vannes se sont ouvertes, comme si tout d'un coup, ça y est, le canal s'ouvre. Le canal s'ouvre, fameux canal comme on dont parlait pourrait la dire, où on va dire que le téléphone marche, fonctionne. Ouais, c'est ça. Il est en Il y a du ligne, réseau. Il y a du réseau. Et là, moi, je vais Wow. me braquer, je vais dire, bah stop. C'est trop pour moi, je vois ma mère mal, je suis mal, donc je demande à ce que ça s'arrête. Vous veniez d'une famille, enfin, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, est-ce qu'il y avait des gens dont on disait parfois ils avaient un don ou quelque chose? Alors moi, j'ai fait de nombreuses recherches et absolument pas. Au contraire, même, on était plutôt réticents, à ce type de profil de personnes. Donc du coup, après ces deux expériences cumulées sur 2 jours quand même, Intense. hyper intenses, oui, certainement. Bah là, à l'époque, je vais demander enfin, mon ex-mari est en tournée à l'époque, il va m'appeler et je lui dis, bah écoute, il faut que tu me fasses interner parce que j'entends des voix, je dois être schizophrène. Mais vous l'avez vécu comme, du coup, vous l'avez Moi, je interprété l'ai comme ça. interprété comme ça. Voilà. Donc, je lui demande à ce qu'il Donc c'était rentre hyper angoissant en fait là pour vous à ce Voilà. moment-là. Et qu'il me fasse interner. Alors, il était plutôt rassuré, il me dit, bon, écoute, je rentre bientôt, on en parle dès que je rentre. Donc, il va rentrer, je vais lui expliquer, et puis, donc, il va pas me faire interner, déjà, je le remercie. Mais moi, je vais chercher, en fait, à tout prix, à une réponse scientifique et médicale. Et donc, j'ai un médecin qui va me faire passer des scanners, il va rien avoir, il va avoir aussi des IRM, et puis là, c'est un médecin généraliste qui était aussi homéopathe. Et qui va me dire, mais enfin, qui me connaît depuis l'âge de 10 ans, à l'époque j'ai 30 ans quand ça m'arrive, qui me dit, mais Valérie, enfin, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Et là, je vais Vous lui n'aviez expliquer. pas osé lui expliquer? Pas du tout. Ah, ok, Non, puis moi, d'accord. ça devait être rationnel. Du coup, je vais lui expliquer et cet homme, ce médecin va me dire, donc, pour toi, la vie après la mort, ça n'existe pas. Et là, je lui dis, bah non, pour moi, ça s'arrête. Et il va me dire, bah moi je ne suis pas de cette croyance-là. Et là, les bras m'ont tombé, je vais lui dire, mais je comprends pas, vous êtes médecin, plus un égal deux, Oui. quoi. Et là, il me dit, bah en ce qui me concerne, je crois que la vie se poursuit après. Donc ça donnait du crédit à votre expérience, le fait que ça vienne d'un homme de science? Oui. À côté de ça, j'ai une vie, j'ai un métier, donc je vais continuer mon Oui. travail, sauf qu'il va avoir tout un tas de messages qui vont se poursuivre en allant faire mes courses, en voyant les clients, en voyant les artisans, et je vais rien oser leur dire, donc les messages restent en boucle et me donnent mal à la tête. Et combien de temps vous allez rester dans cet entre-deux où vous savez que c'est là, vous l'avez accepté, je sais pas, mais en tout cas, vous en avez pris acte? Et le moment où vous dites peut-être qu'il faut en faire quelque chose? Il va s'écouler en gros 2 ans parce que après mars 2009, il va y avoir le projet bébé. Et là, je vais être très inquiète parce que on entend dire que les bébés entendent tout dans le ventre de leur maman et je me suis dit ça va être terrible. Donc là, je vais demander qu'on arrête instamment ces voix et que je ferai tout ce qu'ils veulent, tout ce qui m'est demandé, je ferai tout après. Mais que ces voix s'arrêtent au moins le temps que je sois enceinte. Qui respectent ce moment-là. Je vais découvrir au fil des mois déjà que c'est des morts qui me parlent. Et ça, c'est mon ex-mari qui va le découvrir. Et on va me dire, mais non, tu reviens, t'es pas schizophrène, puisqu'à chaque fois, ça correspond à des personnes décédées que tu entends. Ah. Donc ça va être le premier point. Je vais me dire, bon, c'est peut-être pas finalement la schizophrénie où il y a toujours la même voix, où on me dit ce qu'il faut faire. C'est pas ça. Vous êtes en train de cerner un petit peu mieux ce qui vous arrive. Et ce que j'entends. Et puis, il va avoir une autre voix qui est beaucoup plus, avec un langage, je dirais plus soutenu, mais avec beaucoup d'humour aussi. C'est assez contradictoire, et qui va un peu me rassurer. Et avec une voix d'homme d'ailleurs, en l'occurrence. Et je vais comprendre plus tard qu'il s'agit de ce qu'on appelle un guide. Voilà. Mais tout de suite, je m'adresse à lui en me disant, écoute,
Enfin, écoutez, ce que je vous voyais à l'époque. Je sais pas qui vous êtes, je sais pas ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, retardez ça plus tard, on verra ça plus tard. Je vous promets, je ferai tout ce que vous voulez, mais que mon bébé n'entende pas les voix. Je vais tomber enceinte, les voix vont s'arrêter, net. Aïe, aïe, aïe. Et puis il va s'écouler, je crois, 3 semaines après mon accouchement et ça va recommencer. Et là, j'avoue que j'étais pas super emballée que ça recommence, quoi. Je vais faire un peu des recherches, mais brièvement, mais sans trop m'en occuper. Ça va pas être ma priorité, parce que j'ai pas le temps. Faut reprendre le travail. Oui, Faut s'occuper de l'arrivée de cet enfant. Et je vais perdre mon emploi. comme par hasard. Voilà. Donc là, je me suis dit, bon, on va faire comme tout le monde, aller à Pôle emploi. Pôle emploi va me mettre en bilan de compétences, parce que ça faisait 10 ans, j'avais envie de changer. Vous étiez secrétaire Dans le BTP, c'est bâtiment, ça? ouais, dans D'accord. le BTP, en expertise précisément du Ok. bâtiment. Et puis, en parallèle, je vais faire ce bilan de compétences. Et puis, je vais tomber malade, je vais avoir une espèce de méningite. Donc, quelque chose de brutal. Qui va faire que je vais être grave. hospitalisée pendant 3 semaines en neurologie. On me demande de pas me lever, de rester alité. Donc, on a tout le temps de réfléchir dans ces moments-là. Je me dis, bon, faudrait peut-être en fait que je tienne parole aussi à ce que j'ai dit par rapport à ces voix, puisque je les entends toujours et que j'en fais rien. Et de là-dessus, je me suis dit, bon, allez, je vais me mettre vraiment au boulot, je vais chercher. Et je dis, mais par contre, il va falloir m'aider, quoi. Donc, le guide me dit, mais tu sais, il y a un fabuleux outil que vous avez inventé, c'est Internet. Parce que je dis, je veux quelque chose de... Je veux que les gens puissent... je veux quelqu'un, je lui dis, t'es bien sympa, mais personne t'entend, toi. Je dis, mais moi, j'aimerais quelqu'un comme moi, qui soit incarné dans un corps et qui me parle et que tout le monde voit et entend, pour m'aider. Et puis, je vais taper la première info que j'avais, c'est-à-dire qu'apparemment, j'étais canal. Et là, je vais découvrir une association qui concerne les médiums. Donc, je vais me rendre à cette association où je vais leur expliquer ce qui m'arrive. Donc, eux, ils vont en rigoler, sauf que moi, j'en pleure. Parce que pour eux, ils me disent, mais vous êtes médium. Et je dis, non, je vois pas l'avenir. Vous vouliez surtout pas, en fait. Mais pour moi, le médium et le voyant, c'est exactement la même chose. Et là, ils me disaient, non, le voyant, il voit l'avenir, et des fois, il a besoin d'un support de carte. Vous entendez les personnes décédées, donc vous êtes une médium clairaudiente. Et là, d'accord, il y a quelqu'un qui est en train de me dire ce qui m'arrive. C'est ça. On vous met des mots sur cette prédisposition. Donc, je vais étudier ces livres, le livre des esprits, qu'ils ont écrit, le livre des médiums, qui est très bien d'ailleurs. Et puis, je vais m'intéresser à ça et je vais aller à des conférences. Et là, je vais me rendre compte que les médiums qui sont derrière la table et qui délivrent les messages, j'ai la stéréo. Voilà. Et là, je me dis, soit on est deux fous dans la salle, soit on a la stéréo et il y a bien quelque chose qui se passe. Et au vu du nombre de messages que le médium en face de moi pouvait donner et moi, mes notes de ce que j'entendais, ça correspondait. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe et qui s'avère juste et je peux pas dire le contraire. Donc en fait, c'est ce moment-là où vous allez un peu ouvrir les vannes, accepter ce nouveau chemin et quel chemin, mais en même temps, vous restez toujours avec un maximum de pragmatisme, essayez de garder la tête froide. C'est ça, en ce qui me concerne, oui, toujours encore aujourd'hui d'ailleurs. Et il a fallu combien de temps de cette transition-là pour qu'un jour vous vous disiez, ok, maintenant peut-être que je m'installe et que j'accompagne vraiment les gens, j'en fais mon métier. Avec la pause bébé, comme je l'appelle. C'est joli. Il a fallu 3 ans. Okay. Pour que je l'accepte et que ça chemine. La première médiumnité, moi, ça a été en public. À direct, c'est-à-dire là, est-ce que c'est ce genre de conférence où plusieurs personnes viennent et du coup vous passez de l'une à l'autre personne du public et vous passez à chaque mort. On enchaîne les photos de défunts et on délivre des messages. Donc ça dure quelques minutes par photo et on enchaîne. Je me sens à ma place, ça a du sens. Je me sens, comme je dis souvent, alignée. Et ça a un sens, mais énorme. Et je me dis, ça y est, je suis à la place. C'est comme si, vous savez, pendant des années, on joue au puzzle, puis on se dit, mais bonté divine, comment cette pièce du puzzle va rentrer? Et là, ça y est, elle était rentrée. Ah, les pièces se mettent en place. Donc, vous ouvrez carrément la pignon sur rue, un cabinet. Alors, ça va se faire parce qu'au départ, je me rends compte quand même que les gens sont fragiles. Oui. Ils sont en détresse même.
Quand vous donnez un message d'un enfant qui est décédé à des parents qui sont devant vous, c'est quand même, c'est pas rien. Parallèlement, comme je vous disais, j'avais fait ce bilan de compétences où il ressortait que je pouvais être une bonne thérapeute, une bonne psychologue, enfin bonne. Ok. C'était une prédisposition en tout cas. Et là, je vais me tourner vers une thérapie alternative où il y a de la psychogénéalogie, où il va avoir Oui, ce qui a du sens. ce qui va venir en fait en aide pour les personnes voilà, qui sont dans le deuil. Et c'est une fois cette formation-là suivie et ce don un peu plus assumé que vous êtes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que pendant 2 ans, j'ai continué les conférences dans les associations en France, puisque les associations m'appellent toujours. Je vais le faire et je continue toujours de façon bénévole, parce que pour moi, il y a une manière aussi de semer les graines ou de donner des petits messages comme ça à des personnes qui sont dans l'attente, qui sont endeuillées. Et à côté de ça, je vais mettre quand même encore 1 an après avoir eu la certification de thérapeute avant de m'installer parce que problème de légitimité, qui je suis, professeur, est-ce que c'est bien ça, est-ce que voilà. Et puis tout doucement, voilà, le cabinet va se mettre en place et puis la semaine, ça va être des rendez-vous privés sur rendez-vous privés. Voilà. Vous êtes installé depuis combien de temps maintenant? Eh bien maintenant, c'est depuis mai 2014. Comment votre entourage a vécu ce changement de vie en fait, en général, et professionnel aussi, mais enfin, ça me semble être un changement de fond plus radical, non? C'est un virage quand même, c'est pas 180 degrés, c'est carrément 360. J'ai eu la chance, et je le remercie, que mon ex-mari me soutienne là-dedans et me pousse là-dedans. Ma mère aussi. L'entourage s'est beaucoup interrogé parce que moi qui étais quand même quelqu'un de très rationnel, s'est dit mais comment c'est possible? C'est bien parce que c'est toi Valérie qu'on tend une oreille et qu'on essaye d'entendre. Il y a eu ça. Mais généralement ça a été plutôt bien pris. Ou bien on n'aborde pas le sujet. Donc du coup, justement, on va parler un petit peu plus de la pratique même de votre métier. Donc ça fait 4 ans et demi que vous êtes installé. Les gens viennent vous voir dans votre cabinet pour communiquer avec leur mort. Je peux comprendre qu'on vienne vous voir, mais est-ce qu'on vient parce que cet être cher nous manque tellement qu'on a besoin de recréer un lien? Ou est-ce qu'on vient avec des questions ou pour prolonger des choses vécues ici sur Terre? Alors, en ce qui concerne les vivants qui viennent me voir, les incarnés, comme je dis, c'est souvent quand ils ont perdu un proche et qu'ils ont besoin d'avoir des nouvelles. Ils ont besoin de savoir s'ils vont bien, avec qui ils sont, s'ils ont rejoint la famille, s'ils ont rejoint les personnes. Il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'elles ont entendu parler de la médiumnité et en l'occurrence de moi et veulent faire l'expérience. Oui, une curiosité. Voilà, les sceptiques aussi, qui viennent nous tester, n'ayons pas peur des mots. Moi, je les adore parce que puis leur défunt aussi parce que je crois que c'est là. Leur défunt aussi. Oui, parce que le défunt va nous donner des précisions, des prénoms, des dates, des choses auxquelles même moi je me dis mais c'est extraordinaire. Ils ne peuvent pas dire que là on savait, puisque moi je demande aux gens de ne pas me donner leur prénom ni la filiation, donc là ils sont généralement très surpris. Pour moi c'est important qu'il y ait cette phase de reconnaissance au début du rendez-vous, parce que moi de l'autre côté je demande à ce qu'il y ait le défunt. Faut pas déranger le défunt non plus. C'est-à-dire? Alors, pour moi, on ne dérange pas les morts. C'est sous le sens où c'est comme si, voilà, je vous fais sonner votre téléphone, vous décrochez ou vous décrochez pas. On a le droit de ne pas décrocher. Vous avez le droit de pas décrocher. D'accord, ok. Donc, il y a cette phase de reconnaissance qui est importante et ils vont donner donc des signes qui vont permettre de les reconnaître. D'une fois que vous avez reconnu votre défunt, on va passer à la phase de message. Oui. Donc, qu'est-ce que le défunt a dit? Et là, on rentre dans le dur. On va rentrer dans le dur et puis après, il y a une autre phase qui est la phase de questions où c'est plus interactif et vous pouvez poser vos questions à votre défunt et moi, je vous répète ce que j'entends. D'accord. Ça permet aussi, on l'oublie souvent quand on est incarné, de donner aussi la parole au défunt. C'est-à-dire? Eh bien, vous avez des cas précis ou Cas précis, un défunt qui est parti en colère avec, on va prendre par exemple un mari qui est parti en colère avec sa femme, il s'engueulait le matin et puis malheureusement lui il a eu un accident, un AVC ou un arrêt cardiaque.
Lui, et il fait comment pour dire qu'il va bien, qu'il est désolé, qu'il demande pardon de cette disputée le matin. Donc, on va avoir des personnes aussi des personnes, aussi bien le défunt que le vivant, qui viennent aussi régler des histoires ou des affaires. Les défunts aussi, souvent, ils partent avec ce qu'on appelle des secrets de famille. Donc là, on va avoir des personnes qui cherchent à débloquer des choses transgénérationnelles ou la levée des non-dits. Donc, on va avoir toute une source d'information qui est accessible. Du coup, là, ça me questionne plus sur la vie après la mort. Vous avez plein d'infos. La manière dont vous le dites, c'est que notre âme, lorsqu'elle n'est plus incarnée, elle continue, elle a toujours la connaissance de cette vie-là. La personnalité reste la même. Enfin, de la même façon que nous, ils peuvent changer, ils évoluent. Généralement, ils changent et ils évoluent. Ok. Donc, ils ont toujours la perception de la vie qu'ils ont eue ici. Ils font même une introspection de départ. Hein. C'est un peu une introspection et dire, qu'est-ce que je fais, où c'est que là, j'ai peut-être pas été juste ou un exemple concret. Qui peut y avoir, c'est la promesse entre un enfant et un parent. Et puis du coup, le parent est décédé, n'a pas tenu sa promesse. Donc l'enfant, il peut avoir une colère où il peut se dire tiens, moi je vais tenir la promesse que maman n'a pas tenue, je vais tout faire pour, mais il va mal le vivre. Ou pas pour il va le faire, mais pas pour des bonnes raisons. D'accord. Et donc là, ça va permettre de décanter. De reprendre en fait, on retrouve le contact, quoi. Le contact. Le lien. Donc, avec vous au milieu. Voilà, le défunt, en l'occurrence, la maman, elle dit, mais la première chose qu'elle a dit, c'est arrête avec cette promesse. Je me suis trompée, sur mon chevet, elle savait qu'elle allait mourir. Elle avait demandé au fils aîné de s'occuper du petit frère. Qui s'est mis une pression dingue, du coup. Dingue, parce que le petit frère, avait un énorme handicap et il n'arrivait pas à tout gérer. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent être... Et donc la maman a réparé ça. A dit mais ne tiens pas non plus cette promesse autant que tu y mets et voilà, calme-toi, je sais que tu fais déjà tout ce que tu peux. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent ressortir. C'est un énorme soutien apparemment sur les parents endeuillés également. Quand on perd un enfant. Quand on perd un certainement. enfant. C'est un énorme soutien aussi, notamment pour les personnes qui ont mis fin à leur jour, sur les départs volontaires, les suicides. Pour que les proches comprennent, peut-être. Pour que les proches comprennent mieux, mais aussi le défunt qui, lui, pensait mettre fin à ses jours et que sa souffrance s'arrête. Elle ne s'arrête pas forcément. Elle se poursuit, surtout quand il voit les conséquences de son acte. Donc là, il y a tout un cheminement qui se fait entre le défunt et l'incarné. Oui. Pour déjà ôter ou en tout cas ramollir les culpabilités qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre. Mais alors évidemment, à vivre, ça doit être bouleversant en tant que client. Mais pour vous, qui êtes là au milieu, parce que vous vous retrouvez dans l'intime de toutes les personnes qui viennent vous rencontrer. Enfin, je veux dire, comment vous faites pour à la fois, enfin, je veux dire, vous êtes pleinement actrice puisque on a besoin de vous pour être ce canal, et en même temps peut-être vous protéger ou que ça résonne pas trop avec vos propres. Alors bien sûr que c'est difficile parce que je vais pas vous dire que la première fois que j'ai entendu un enfant décédé, que j'ai dû donner le message à des parents endeuillés, c'est que bouleversant, et émotionnellement, le défunt nous donne aussi ses émotions. Donc moi, il peut m'arriver de pleurer en séance parce que l'émotion est tellement forte et je la capte tellement chez le défunt qui pleure, je pleure. Mais de la même façon qu'on peut passer aussi des super bons moments où le défunt peut rigoler et avoir des moments de joie et on peut rire aussi. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette pratique-là? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous Alors, quand on voit le soulagement et les retours des personnes qui vous disent ça m'a fait du bien, j'ai eu des nouvelles de mon défunt, je sais que ça va, ou des fois aussi ça va pas, parce que ça peut ne pas aller. Ça peut ne pas aller. Certaines personnes de l'autre côté, je dirais, s'auto-punissent un peu, mais comme nous aussi on peut s'auto-punir aussi. Ils ont besoin des fois de demander pardon pour des actes qu'ils ont commis ou des paroles qu'ils ont dites. Ils peuvent aussi avoir des problématiques où ils ne veulent pas aller, je dirais, dans un endroit plus lumineux ou plus serein ou plus en harmonie. Donc en fait, votre intervention, elle va soulager les vivants, mais pas aussi seulement les défunts. Et c'est ça qu'on oublie souvent. On pense surtout à nous,
mais il y a eux aussi. Donc, en fait, le boulot n'est jamais terminé, c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer gentiment. Non, c'est ce que des expériences en fait qu'on vit. Et on continue à expérimenter. Également de l'autre côté, jusqu'au point de décider je crois, en tout cas moi ma croyance, je cherche pas à dire que c'est une vérité, qu'on revient et donc on se réincarne et qu'on recommence. revit des nouvelles expériences terrestres. Et voilà. Et en revanche, est-ce qu'il y a des difficultés là-dedans? Typiquement, est-ce que vous pouvez parfois avoir des morts qui vous parlent à des moments vraiment pas opportuns? Je ne sais pas, vous êtes avec des potes en train de prendre l'apéro et vous avez juste envie de profiter, mais non. Alors, voilà. Pareil, j'ai appris à me servir de cette radio et de ce téléphone, comme je dis, pour le mettre en marche arrêt. Donc j'essaye dans la mesure du possible que ça ne me dérange pas et d'avoir une vie bien incarnée et comme tout le monde. Mais j'avoue qu'il y a des fois, je les autorise à me déranger quand il y a une urgence. Il m'arrive de travailler sur des cas de disparition de personnes. Ah. Donc où là, il y a une urgence à retrouver la personne. Parce que du coup, si elle est décédée, on l'entend. D'accord. De dire à quelqu'un, là, malheureusement, je vois où elle est, j'ai l'endroit précis, et quand ça s'avère en plus exact, c'est très pénible. Mais alors, à l'usage, dans ces cas de disparition, est-ce que lorsque vous voyez des personnes décédées, ça s'avère juste? Malheureusement, oui. Là, il y a eu un cas récemment dans la région Rhône-Alpes, où c'est la belle-fille qui m'appelle et elle me dit voilà, on a entendu parler de vous, est-ce que vous savez où elle est? Donc j'ai pu décrire la personne. Oui. Donc c'était très très précis et j'ai pu lui donner, me demandez pas pourquoi, 2 mois auparavant, ma guidance qui dit achète la carte précise topographique de ce lieu-là, un département que je ne connais pas du tout, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je me suis exécutée, n'empêche qu'il nous a énormément servi. C'était pour ça. Et il s'avère que les secours cherchaient un endroit particulier qui était pas très loin, mais j'arrêtais pas d'entendre qu'ils se trompaient de lieu et que c'était 2 kilomètres plus loin. Et on a dû attendre la fonte des neiges pour découvrir que c'était bien à cet endroit-là. Et donc malheureusement la personne était bien décédée. Ça vous arrive d'être contacté par des services plus officiels de police ou quoi dans ces cas-là? Ou ils le font En fait, ça passe toujours par les familles. Pour moi, c'est un mythe que les gendarmes appellent les médiums. Pour moi, c'est les familles qui appellent. Et après, tout dépend des gendarmes et de leur ouverture, et ils vont suivre ou pas nos indications. Je me demandais, ça c'est une de mes dernières questions, mais vous êtes dans un dîner en ville, vous rencontrez des nouvelles personnes. Et évidemment, il y a un moment où on se pose la question, tu fais quoi dans la vie? Et qu'est-ce que vous répondez à cette question? Je suis médium. J'entends les personnes décédées. Je précise parce que généralement, les gens pensent que je suis voyante. Et oui, mais je vais le dire. Et ça suscite quoi comme réaction autour de la table? J'imagine que... il y a généralement le silence. Donc, soit les gens ont peur. Ils ont peur que je lise dans leur tête. Alors, comme je leur dis, je suis pas mentaliste. Ouais. Soit ils vont être fascinés et poser plein de questions. D'accord. Voilà. En tout cas, ça suscite évidemment des réactions et de la curiosité potentiellement. Merci beaucoup. On va finir par quelques questions rituelles, mais je trouve que déjà on a appris plein de choses, en tout cas pour ma part. Première question rituelle, je voulais savoir quel livre vous inspire sur votre chemin de vie. Est-ce qu'il y en a un en particulier qui sort du lot? Un qui sort du lot, c'est les 4 accords Toltec que j'essaye d'appliquer au quotidien, mais c'est pas évident. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me citer 3 mots qui soient synonymes de bonheur? Alors, en ce qui me concerne, il y aura l'amour, l'harmonie, et surtout oser être soi. Waouh, ok, vaste programme, mais quand on y arrive, effectivement, on touche du doigt ce bonheur. Et justement, vous Valérie, est-ce que vous êtes heureuse? Dans mon métier, je suis heureuse. Je me dis c'est fabuleux parce que je fais le facteur, et pour délivrer quand même de beaux messages et rassurer des gens ou leur ôter des émotions négatives des fois qui leur bouffent la vie. Donc c'est quand même plutôt sympa comme métier. Valérie, merci beaucoup. C'était passionnant. Alors, moi personnellement, je me suis régalée. Je suis sûre que ceux qui nous écouteront également. Merci d'avoir su aborder ce sujet pour le moins ésotérique avec
voilà, beaucoup de pragmatisme et ça nous éclaire tous beaucoup. Donc merci beaucoup Valérie. Eh ben merci surtout à vous. La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous mardi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Si celui-ci vous a plu, alors dites-le moi avec des étoiles sur iTunes. Parlez-en aussi autour de vous. Et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. D'ailleurs, c'est sur ces pages que je vous raconte les coulisses de ma rencontre du jour et que vous trouverez toutes les références de l'épisode. Une dernière chose qui me tient vraiment à cœur, je serais ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, de recevoir vos questions et vos suggestions sur les invités que vous aimeriez entendre. Alors surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.